Faisons un bout de chemin ensemble. N'ayez pas peur et prenez votre envol vers la liberté et la lumière. Bonjour. Vidocq salue les humains libérés des conditionnements et contraintes d'un esclavage mental. Lorsque nous savons et voulons regarder l'ensemble des conditionnements, tout devient alors très clair. Il y a ceux qui savent, ceux qui sont susceptibles de savoir, en menant leur combat, et ceux représentant le reste. Car, à l'heure de l'information, l'ignorance est un choix. Aussi, l'être humain ne bouge pas tant que rien ne l'y oblige. Ceci précisé, passons à l'introduction habituelle. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Bonjour Jacques Beau. Bonjour. Vous avez été membre du renseignement stratégique suisse, spécialiste des pays de l'Est au sein de l'OTAN, où vous avez participé à des programmes en Ukraine en 2014 et 2017. Donc, tout d'abord, est-ce que l'opération spéciale, comme on l'a définie en Russie, ou la guerre en Ukraine, comme on dit à l'Occident, menée par les Russes, est légale du point de vue du droit international? L'explication donnée par la Russie est une explication, la seule valable. L'idée était de protéger les populations russophones du Donbass contre les actions du gouvernement ukrainien. Lorsque les nouvelles autorités non élues de Kiev sont venues au pouvoir, c'est l'abolition de la loi sur les langues officielles. Les citoyens russophones ne pouvaient plus interagir avec les autorités en russe. Les Occidentaux n'en ont pas parlé parce qu'on voulait légitimer le coup d'État de Kiev, de Maïdan, comme on l'a appelé, tout le sud du pays qui s'est enflammé, de Odessa jusqu'à Kharkov. Et pour ramener l'ordre, si vous voulez, le gouvernement de Kiev a, parce qu'ils n'ont pas pu utiliser l'armée, ils ont utilisé l'armée ukrainienne, mais l'armée ukrainienne était aussi composée de russophones. Les soldats ukrainiens russophones ne voulaient pas tirer sur d'autres Ukrainiens russophones. Et c'est la raison pour laquelle il a fallu créer ces fameuses unités paramilitaires ultranationalistes, comme le régiment Azov, le Pravi Sector, toutes ces unités paramilitaires, dont certaines ont le qualificatif de néo-nazis, on y reviendra, et qui ont, depuis 2014, exercé des violences contre les populations du Donbass. Et donc, on est arrivé dans une situation où, en mars 2021, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a publié un décret pour la reconquête de la Crimée et du sud du pays. Et à partir de ce moment-là, donc on est là le 24 mars 2021, à partir de ce moment, on a une concentration de forces ukrainiennes aux frontières du Donbass en vue de préparer une offensive contre le Donbass. Et c'est là que les Russes ont commencé à réfléchir à ce qui allait se passer et qui ont constaté qu'il risquait d'y avoir une intervention. Et ils ont appliqué un principe qui est un principe des Nations Unies, qui est le principe de la responsabilité de protéger. Et la responsabilité de protéger comprend 3 piliers. Le premier, c'est que tout État est responsable de protéger sa propre population. Donc il y avait une obligation de l'Ukraine à protéger sa population, parce que la population du Donbass était sa population. Or, on sait qu'entre 2014 et 2022, il y a eu à peu près 10 000 morts dans le Donbass, et que par ailleurs,
en février 2022, l'armée ukrainienne s'apprêtait à attaquer le Donbass. Donc, le premier pilier de cette responsabilité protégée n'était pas respecté. Le deuxième pilier de cette responsabilité protégée, c'est le rôle des pays amis ou des pays alliés, si vous voulez, ou des pays qui entourent, en l'occurrence, l'Ukraine. Et ces pays auraient dû aider l'Ukraine à résoudre ses problèmes internes. Alors, en l'occurrence, c'est très simple, puisqu'on avait pour les accords de Minsk les signataires allemands et français, et on sait, parce que Angela Merkel l'a dit en novembre de l'année passée, et François Hollande l'a dit en décembre de l'année passée, puis Zelensky l'a confirmé en janvier de cette année, ils n'ont jamais eu l'intention de mettre en place. Donc la solution politique qui constituait le deuxième pilier de la responsabilité protégée n'a pas été respectée non plus, ni par l'Ukraine, ni par les pays occidentaux, ni même par les pays du Conseil de sécurité, puisque les accords de Minsk sont devenus une résolution du Conseil de sécurité. Reste le troisième pilier de cette responsabilité protégée, qui est la possibilité d'un pays, d'un voisin par exemple, à intervenir pour aider les populations civiles. Et c'est ce troisième pilier que la Russie met en œuvre actuellement pour son opération spéciale. Le terme d'opération spéciale est légitime parce que la guerre a en fait commencé en 2014. Elle avait une première solution politique en février 2015 avec les accords de Minsk et ces accords n'ont pas été respectés. Donc on est bien dans la même guerre qui a commencé en 2014, une guerre intérieure au départ, qui s'est étendue jusqu'en 2020. Par conséquent, l'intervention russe est bien une opération spéciale à l'intérieur d'une guerre qui existait déjà. Et ça, c'est important de le dire. Donc, toutes les conditions qu'il y avait dans le Donbass à ce moment-là ont donné la légitimité de l'action russe dans le Donbass. Vient le problème de la légalité. La Russie a invoqué l'article 51 de la Charte des Nations Unies, qui autorise l'intervention au profit d'une population. Mais pour ce faire, il fallait le faire dans le cadre d'une coalition. Il a fallu, pour créer cette coalition, la Russie reconnaisse l'indépendance des deux républiques autoproclamées du Donbass. Au début février 2022, avec la préparation des forces ukrainiennes pour attaquer le Donbass, les Russes ont constaté que la solution politique était désormais morte et qu'il fallait passer à la solution militaire, si vous voulez. La reconnaissance des deux républiques. Ensuite, il y a eu un processus parlementaire à la Douma de Moscou, enfin de la Fédération de Russie, et puis dans les parlements des deux républiques. Et sur cette base-là, il y a eu donc la signature des traités d'amitié et le 23 février, les deux républiques ont demandé l'assistance militaire de la Russie. Et à ce moment-là, en coalition, on peut dire, avec les deux républiques, la Russie est intervenue au titre de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Donc, en réalité, on a une légitimité par la responsabilité de protéger et une légalité par l'application de l'article 51 de la Charte. Mais c'est très important de souligner que cette légitimité, cette légalité ne sont valables que dans la mesure, ce qui à mon avis est le cas, que la Russie cherchait à protéger les populations. Le calcul de la Russie, je le pense, est qu'ils interviennent pour aider ces populations et que, afin de conclure le conflit, la Russie intégrerait d'autres objectifs politiques, comme la question de l'OTAN, comme la question de la neutralisation, de la présence de troupes étrangères en Ukraine, etc. C'est un autre problème, mais qu'on pourra ajouter dans une phase ultérieure de négociation. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, en fait, lorsque Volodymyr Zelensky, à la fin mars 2022, a fait des propositions à la Russie qui
prenait en considération justement la neutralisation de l'Ukraine, le statut des républiques du Donbass, etc. etc. Donc en réalité, le calcul des Russes ou de la Russie est légitime, il est légal, et je pense que stratégiquement, il était beaucoup moins faux que ce que racontent les Occidentaux. La question de la loi sur les peuples autochtones, c'est aussi, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une loi qui donne des droits différents aux Ukrainiens selon leur origine ethnique. Dans l'histoire, il faut savoir que les Allemands avaient fait la même chose en 1935 avec ce qu'on appelait les lois de Nuremberg, qui donnaient des droits différents aux citoyens allemands et aux citoyens juifs. Un parlementaire du parti de Volodymyr Zelensky, et il a dit, à partir de maintenant, les Russes n'auront plus les mêmes droits que les autres citoyens ukrainiens, ils n'auront même plus les droits, ils bénéficieront plus des mêmes droits humains, et ne bénéficieront plus des droits constitutionnels comme les autres citoyens ukrainiens. Cette loi exprime très bien le caractère ultranationaliste, on peut dire ultranationaliste très certainement, néo-nazi dans le sens où on reprend des éléments d'idéologie qui font des distinctions entre les ethnies et qui pourraient être qualifiés de néo-nazis. Et c'est la raison pour laquelle, le 24 février 2022, Vladimir Poutine, dans le petit discours qu'il fait, il donne les deux objectifs de l'opération spéciale, c'est-à-dire la démilitarisation et la dénazification de la menace contre les populations du Donbass. On a voulu, en Occident, créer une image noir-blanc. En fait, on sait que la révolution de Maïdan a été possible grâce à l'intervention des extrémistes néo-nazis, ultranationalistes, où les différents gouvernements qui sont venus en place ont dû travailler avec ceux qui les avaient aidés à faire le coup d'État. Et donc, on a cette présence permanente des néo-nazis dans l'appareil sécuritaire, l'appareil politique du pays, qui prône la pureté de la race ukrainienne. Donc on est effectivement dans les mêmes principes que ce qu'on avait dans les années 30 en Allemagne. En Occident, évidemment, si on parle de ça, on délégitimise les Ukrainiens et on serait obligé de reconnaître que la Russie a raison. Et c'est pour ça que vous avez dans nos médias, mais aussi chez les politiciens, où on ne vous parle jamais des victimes du Donbass, et surtout on ne vous en parle jamais comme étant la cause possible de l'intervention russe. On ne vous parle jamais des préparatifs ukrainiens pour attaquer le Donbass. On ne vous parle jamais de la différence que faisaient les Ukrainiens entre... On vous dit toujours l'Ukraine c'est un seul peuple. C'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui l'armée ukrainienne a été pratiquement détruite et ils ont commencé à recruter de force des jeunes et en priorité ils les ont pris dans les minorités ethniques. Cette différence de traitement des minorités est quelque chose que les Occidentaux ne veulent pas beaucoup montrer parce que ça expliquerait, ça justifierait l'intervention. J'ai dit tout à l'heure, la responsabilité de protéger est légitime. Je me pose la question personnellement de l'intégrité morale, intellectuelle et professionnelle d'ailleurs des gens de la Cour pénale internationale. Le terme utilisé officiellement par Vladimir Poutine, c'est néo-nazi. Or, nazi, c'est une idéologie politique. Allemand, dans les années 20, 30, etc. Le néo-nazisme est quelque chose de différent en substance. Ce n'est pas une idéologie, c'est un comportement social. C'est les gens qui pensent qu'il existe des sous-hommes, on a quelques tatouages, et en fait on essaye simplement de satisfaire nos propres narratifs en les poussant à aller faire la guerre. C'est toujours très facile de faire la guerre avec le sang des autres, jusqu'au dernier Ukrainien. Il n'est pas un mystère que les Occidentaux, depuis maintenant 25 ans, 30 ans, ont créé artificiellement des problèmes dont on n'avait pas besoin et que surtout les pays qui les ont subis n'en avaient pas besoin. Et on a tout fait, finalement on a détruit des régions entières, des peuples entiers même, avec des mensonges
même devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et aujourd'hui, on se trouve avec une situation qui, de mon avis, est une situation qui a été créée par l'illégitimité d'une action contre les populations du Donbass et une intervention qui a une justification. Or, on traite la situation comme si nous étions parfaits. Et les gens commencent à voir que les Occidentaux ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes, ni avec les Russes, ni avec les Ukrainiens. Et c'est ça qui, je pense, est la particularité de ce conflit. Il a mis en évidence une profonde malhonnêteté intellectuelle des Occidentaux par rapport au monde qui les entoure, y compris les Ukrainiens d'ailleurs, assez curieusement. On n'est plus dans quelque chose de rationnel. Il y a un manque de culture évident, il y a un manque de connaissances, il y a un manque de curiosité intellectuelle, mais il y a surtout cette incapacité des Occidentaux à faire la part des choses. Et malgré les nuages, recherchez toujours la lumière qui ne peut jamais s'éteindre. Si nous ne sommes pas capables de poser des questions sceptiques, d'interroger ceux qui nous disent que quelque chose est vrai, d'être sceptiques à l'égard de ceux qui détiennent l'autorité, alors nous sommes à la merci du prochain charlatan politique qui se présente. Ce mélange combustible d'ignorance et de pouvoir, tôt ou tard, va nous exploser à la figure. Merci de rappeler que l'info n'est pas sur les réseaux sociaux. Pour ne rater aucun post-it, abonnez-vous. Est-il nécessaire de le dire? Mais surtout, il ne faut pas en rester là. Ne baissons pas les bras et réagissons.